Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce samedi 14 août 2021. D'abord, les grands titres. Assassinat d'un homme d'affaires burundais au Malawi, son corps a été retrouvé tôt le matin de ce vendredi dans un caniveau. Un fusil de type Kalachnikov a été trouvé ce vendredi au domicile d'Andimbonerakure de la colline Muyange, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, et a été vite récupéré par d'autres Imbonerakure. Au sommaire également, la pandémie Covid-19 continue à faire des victimes au Burundi et pourtant les mesures barrières ne sont pas respectées dans différents endroits et le ministère concerné semble jouer le mieux. Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous donnons la parole aux horticulteurs au lendemain de l'augmentation de 30 francs burundais sur le prix d'un kilogramme de feuilles de thé. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais dans le titre, assassinat au Malawi d'un homme d'affaires burundais. Son corps a été retrouvé tôt le matin de ce vendredi dans un caniveau. La police dit ne pas connaître les raisons de cet assassinat et elle promet toutefois des enquêtes approfondies. Le point avec Danny Claire, il la trouve. La victime s'appelait Samson Hamenimana, c'était un réfugié burundais qui habitait le camp d'Ozaleka du Malawi. Il était aussi l'homme d'affaires de renommée dans la région Kasango. Selon le journal Nyasa Times, l'homme d'affaires Samson Hamenimana a été tué dans la région de Kasango. Il s'y était rendu selon le journal pour ses affaires commerciales. Tué par des gens jusqu'ici non encore identifiés, le corps de Samson Hamenimana a été retrouvé gisant dans une fosse. Le journal Nyasa Times indiquait le porte-parole de la police dans la région centre-est a confirmé l'information et a du coup promis que les enquêtes sont en cours et qu'elle pourrait les mener sur les auteurs du crime. Au mois de mai dernier, rappelle Nyasa Times, dans son numéro sorti ce vendredi, le gouvernement du Malawi a ordonné à des milliers de réfugiés qui s'étaient intégrés dans la société malawite à déménager vers le camp des réfugiés d'Ozaleka. À cette époque, The Human Rights Defenders Coalition, HRDC, avait, selon Nyasa Times, averti le gouvernement du Malawi sur les possibles conséquences de cette décision. Cette coalition de défenseurs des droits humains a appelé le gouvernement à faire preuve de prudence dans la mise en exécution de cette mesure de réinstaller les réfugiés et demandeurs d'asile à Zaleka. Cette coalition craignait que la mesure ne favorise les attaques xénophobes. En réaction à cette mesure, les représentants des réfugiés avaient animé une conférence de presse et en avaient profité pour demander au gouvernement de s'assurer d'une mise en place d'un plan de protection des étrangers et de leurs biens parce qu'ils craignaient que cette mesure ne favorise des attaques xénophobes. Il est à signaler que le camp de Zaleka héberge près de 50 000 réfugiés, en majorité des Burundais, Congolais et des Rwandais. Merci Danny Claire, il la trouve. Au moins 40 corps ont été déjà découverts au bord de la rivière Rusizi sous le régime d'Evariste Ndayishimiye et presque le double de ces corps a été retrouvé dans une période de 2 ans dans le même endroit. C'est du moins le contenu du rapport du FOCODE à travers sa campagne Ndondeza. Pacifique Ninahazwe, président du FOCODE, fait savoir que le rythme de ces crimes devient de plus en plus inquiétant. Suivez plutôt Pacifique Ninahazwe. Notre déclaration rappelle des crimes extrêmement graves qui sont commis au bord de la rivière Rusizi. Rusizi qui, à notre avis, est devenu comme un abattoir des humains. Nous rappelons le nombre extrêmement important de cadavres qui continuent à être découverts au bord de la Rusizi dans les communes de Buganda et Rugombo en province de Cibitoke. En l'espace de 2 ans seulement, de juin 2019 à juin 2021, au moins 72 corps ont été découverts au bord de la Rusizi dans ces 2 communes.
Et sur les 72 corps qui ont été trouvés, 40 ont été découverts sous le régime du président Evariste Ndayishimiye. Ce qui signifie que l'arrivée du président Ndayishimiye n'a pas amélioré la situation des droits de l'homme, mais plutôt les violations ont pris une ampleur encore plus importante que ce qu'on voyait sous le régime de Pierre Nkurunziza. Notre déclaration a évoqué 7 cas de disparition forcée. Ici, il s'agit essentiellement de personnes qui ont été arrêtées par des corps de sécurité, soit qu'elles étaient accusées d'aider des gens à traverser la Rusizi, soit qu'elles venaient elles-mêmes de traverser la Rusizi dans les 2 communes. Il s'agit d'Isaïe Ndayahundwa et de cette Gabrielle Boutoyi, arrêtés par le renseignement militaire en commune Buganda. Il s'agit de Ivan Ndayishimiye et de Jean-Marie Nahayo, arrêtés en commune Rugombo alors qu'ils venaient de traverser la Rusizi. Il s'agit enfin de 3 adeptes de la prophétesse Zebiya Ngendakumana qui ont été arrêtés en novembre 2020 en commune Rugombo. Sur les 7 victimes de disparition forcée, 5 ont disparu sous le régime d'Evariste Ndayishimiye. Pacifique Ninahazoue, président du FOCODE, fait aussi savoir que c'est bien connu que des Imbonerakure et des agents du service de renseignement jettent ces corps au bord de cette rivière, mais la Commission nationale des droits de l'homme n'accorde pas une attention particulière à ce crime. Il dit que la presse en est que cette commission a mentionné dans son rapport annuel de 2020 qu'elle n'avait pas eu connaissance d'aucun cas de disparition. Encore une fois, le président du FOCODE. Notre déclaration évoque aussi d'autres cas de disparition au bord de la Rusizi, des cas qui nous ont été communiqués par les familles des victimes. Nous avons également évoqué des cas d'assassinat à la Rusizi. Nous avons donné à titre d'illustration les noms du professeur Frank Yandoka, un pasteur béninois, dont le cadavre a été trouvé en commune Buganda en avril 2021, mais aussi du Congolais Munyamurenge Onesphore Ruhindia, dont le cadavre a été découvert en mai dernier en commune Rugombo. Dans ces situations, il n'était pas difficile de trouver les auteurs de ces crimes, mais comme l'impunité reste la règle, les miliciens Imbonerakure soupçonnés d'avoir commis ces crimes n'ont pas été inquiétés. Notre déclaration salue des initiatives d'alerte menées par la radio publique africaine RPA et le journal SOS Média Burundi, des initiatives qui ont sauvé des vies des personnes qui allaient traverser la Rusizi ou qui venaient de traverser la Rusizi, et nous encourageons ces 2 médias et les autres acteurs à continuer le système d'alerte rapide sur des personnes susceptibles d'être victimes de disparition forcée. Enfin, notre déclaration s'insurge contre le silence des autorités burundaises face à ces crimes extrêmement graves, y compris le silence de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Et nous rappelons la nécessité d'un mécanisme indépendant de documentation des violations de droits humains au Burundi, raison pour laquelle nous appelons au renouvellement du mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Toujours en page sécurité, un fusil de type Kalachnikov a été trouvé ce vendredi au domicile d'un Imbonerakure de la colline Muyange, zone Rubirizi, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Les informations fournies par les habitants de cette colline indiquent que ce fusil a été vite récupéré par d'autres Imbonerakure au lieu d'être remis au corps de sécurité. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les informations fournies par les habitants de la colline Muyange, en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura, indiquent que ce fusil de type Kalachnikov, trouvé ce vendredi soir, était avec une tenue militaire et a été vu par des enfants qui jouaient à l'intérieur d'une parcelle qui abrite une maison en cours de construction. Cette maison appartient à un Imbonerakure connu communément sous le sobriquet de Fionda de la sous-colline Magarure. Ce citoyen de la colline Muyange était sur les lieux. Cet Imbonerakure
Mbonerakoulé s'appelle Claude, surnommé Fionda. Son fusil était avec une tenue militaire et caché dans une maison en construction. Il a été aperçu par des enfants qui jouaient à l'intérieur de cette maison et ont crié au secours. Des gens qui provenaient de Muzinda et qui se déplaçaient sur des motos sont vite venus. On ne les connaît pas, mais ils étaient avec le surnommé Mortier, qui habitait avec son Claude avant de déménager vers une autre localité. Ce sont ces derniers qui ont emporté ce fusil et ils nous ont dit de nous taire, arguant que c'est un fusil qui assure la sécurité de la colline. Nous ne savons pas où ce fusil a été amené et nous avons opté de se taire pour se protéger. Le fait que ces Imbonerakure ont intimé l'ordre à ces gens de ne pas faire du bruit, c'était pour éviter qu'il y ait des agents de sécurité qui pouvaient s'en rendre compte, indiquent les témoins qui étaient sur place. Selon ces habitants, la découverte de ce fusil est un signe qui témoigne que des Imbonerakure ont reçu des armes dans différentes localités du pays. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Jean-Marie Nahishakiye, le chef de la zone Rubirizi, mais son téléphone portable était en dehors du permettre cellulaire. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Courte pause, nous parlons politique. RPA. En politique, des documents du parti CNL se trouvant dans la permanence de ce parti en commune Kayogoro, province de Makamba, ont été emportés ce vendredi par certains administratifs, membres du parti CND-FDD. Des membres du parti CNL présents sur les lieux ont été également arrêtés et emprisonnés. Plus de détails avec Héroïde Divermesh. Le cambriolage a été opéré dans la permanence du parti CNL en zone Gatabo de la commune Kayogoro. Un groupe de 3 personnes y a pénétré et a volé tout ce qui était à l'intérieur, indiquent les membres de ce parti dans la dite zone. Une somme d'argent non encore comptabilisée a été dérobée. Parmi les auteurs de cet acte de vol figurent 2 administratifs, dont le conseiller social de l'administrateur nommé Eric Nongwanayo, comme le témoigne notre source. Eric Nongwanayo était avec un chef collinaire nommé Georges Ndikurio et un autre policier non encore identifié. Ils sont venus et ont dévalisé la permanence du parti CNL. Ils ont emporté les registres du parti, les fiches, les papiers du parti, ainsi que des cotisations des membres du parti destinées à la construction de la permanence nationale du parti CNL. La collecte des cotisations était effectuée dans la permanence, donc le montant volé n'est pas encore connu. Nos sources ajoutent qu'ils sont suivi l'arrestation de 3 membres du parti CNL qui étaient sur place. 2 d'entre eux sont Léonard Savimana, membre du comité exécutif du parti CNL en commune Kayogoro, ainsi que Cléophas Mutoyi, qui vient d'être arrêté pour la 2e fois au cours de ce mois d'août. Sa première arrestation était survenue il y a presque 2 semaines avec 3 autres membres du CNL. Il collectait des contributions auprès des membres du CNL pour la construction de la permanence nationale et ont été rançonnés de 10 000 francs burundais chacun au commissariat de Kayogoro. Ils ont été libérés 2 jours après. Ces 3 membres du parti CNL arrêtés ce vendredi ont été alors acheminés au cachot de la zone Gatabo pour être transférés ce samedi matin au cachot du commissariat de Kayogoro. Les membres du CNL en commune Kayogoro sollicitent l'intervention de la justice. 3 membres du parti ont été arrêtés à cet instant même. Il s'agit de Léonard Savimana, Cléophas Butoyi et Daniel Bizimungu. Nous demandons que la justice fasse son travail en libérant ces membres du CNL arrêtés injustement, mais aussi de condamner ces gens qui ont volé dans notre permanence. Que la justice nous aide à retrouver ce qu'ils nous ont pris. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre sur téléphone Antoine Daïlagidje, l'administrateur de la commune Kayogoro, afin de recueillir sa réaction. Toujours en politique, le parti IPRONA vient de se doter de nouveaux organes dirigeants. À l'issue des élections qui se sont déroulées au cours du Congrès national ordinaire de ce samedi, Olivier Nkurunziza a été élu président de ce parti et en même temps secrétaire général du Conseil supérieur d'orientation, tandis que David Mukanya a été élu vice-président du parti. Le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, présidera désormais le Conseil supérieur d'orientation de l'IPRONA au moment où le président sortant du parti, Abel Gachati, est devenu son adjoint. En page de gouvernance, grognes et lamentations chez les employés burundais de l'entreprise de fabrication de ciment Buseko en province de Cibitoke. Pour cause, le mauvais traitement des travailleurs et le favoritisme salarial. Le point avec Francine Mahoro.
L'entreprise de fabrication de ciment Buseko possède un personnel compris entre 230 et 250 travailleurs. Certains parmi eux proviennent de pays comme l'Inde, Kenya et l'Ouganda. Les travailleurs burundais sont les plus nombreux, ils sont estimés à 98% du personnel. Les travailleurs burundais affirment qu'ils sont maltraités, leurs heures supplémentaires ne sont pas rémunérées. Des fois, ils parlent des heures supplémentaires, mais en réalité, ils nous exploitent. Ils nous font travailler comme ils le veulent, et quand ils le veulent, nous totalisons même 12 heures de travail, c'est-à-dire que je commence mon travail à 7 heures du matin pour terminer à 19 heures. Le shift suivant va de 19 heures à 7 heures du matin. C'est également 12 heures de travail. Le code de travail prévoit 8 heures par jour. Le salaire pour les heures supplémentaires est accordé pour certains et pas pour tout le monde. Les employés burundais de Buseko dénoncent aussi les disparités entre leurs salaires. Les salaires ont été ajustés de façon non objective. Il y a eu du favoritisme. Pour diviser les travailleurs burundais, ils ont augmenté les salaires de quelques-uns seulement. Ils augmentent le salaire de celui qui les intéresse uniquement. Aucune réglementation en ce qui est de l'ajustement des salaires. S'ils ont pensé à toi aujourd'hui, ils augmentent ton salaire. Mais si la chance ne t'a pas souri, tu restes avec le salaire initial. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Belinda Sugira, chargée des ressources humaines. C'est toujours nos sources parmi les employés de cette entreprise, les employés qui tentent de dénoncer des irrégularités subies des menaces. Aspect que nous aborderons dans nos éditions ultérieures. Merci Francine et Mahoro. Les grognes, c'est aussi au sein de la population du quartier Kinyinya 2 de la zone Lukaramu, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura. Les autorités administratives et policières ont taxé ce vendredi aux habitants de Kinyinya 2 des amendes inéquitables alors qu'ils avaient tous la même faute, des cahiers de ménage qui ont des irrégularités. Le point avec Elvis Nyomungé. Le contrôle de cahiers de ménage au quartier Kinyinya 2 a été effectué par le chef de zone Lukaramu en compagnie des policiers et militaires. Les habitants de la place de Paul que cette activité a été caractérisée par une injustice car ce qui n'était pas en ordre payer des montants d'amendes différents. Même s'ils ont taxé des amendes, ce n'est pas la même somme. Il y a ceux qui taxaient les amendes de 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, d'autres 40 000 francs et même jusqu'à 50 000 francs burundais. Tous ont la même faute. Il n'y avait pas de cachet du chef de zone dans leur cahier de ménage. De plus, ces habitants regrettent que les autorités locales n'organisent pas de réunions afin de trouver solution aux problèmes liés aux irrégularités de ces cahiers de ménage. Ils en déduisent donc qu'il s'agit purement et simplement d'un prétexte visant à les soutirer de l'argent. C'est la faute des administratifs qui n'organisent pas de réunions concernant la façon d'utiliser les cahiers de ménage. Ces administratifs, ce qu'ils font, ils appellent seulement les policiers pour taxer des amendes. C'est pour chercher de l'argent seulement. À propos de ces lamentations, nous avons essayé de joindre Sadiki Ndaruzaniye, chef de la zone Lukaramu, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros. Merci Elvis Nyomungere. En page éducation, délai très court pour l'inscription des écoliers de la première année fondamentale. Un seul jour a été donné et les parents qui n'ont pas pu le faire ce jour-là sont contraints de soudoyer les directeurs des établissements pour avoir des places pour leurs enfants. Les détails avec Eric Nyonzima. Le mardi 10 août 2021 est le seul jour que le ministère de l'Éducation a donné à tous les parents qui veulent faire inscrire leurs enfants en première année primaire. Selon certains de ces parents, c'est impossible d'inscrire tous les nouveaux élèves de première année à une seule journée. Par conséquent, poursuit notre source, les parents qui n'ont pas pu avoir de place pour leurs enfants sont contraints de soudoyer les directeurs d'école pour que leurs enfants aient cette chance de commencer l'école. Pour le moment, ceux qui vont chercher des places pour leurs enfants sont obligés de donner des pots de vin au directeur. Ils ont donné un seul jour du 10 août. Et c'est pas du tout nouveau. Durant les années passées, ça a toujours été la même chose. C'est comme une vache laitière qu'on a donnée au directeur. Les conséquences de cette situation tombent sur certains enfants. La situation favorise des actes de corruption et les parents à faible moyen se retrouvent dans l'incapacité de faire inscrire les enfants.
Les conséquences ne manquent pas. C'est fatigant pour les parents qui sont obligés de payer des sommes colossales et certains enfants deviennent victimes car leurs parents ne parviennent pas à réunir l'argent demandé. En résumé, les conséquences de ce court délai se répercutent sur les parents et les enfants. Le journal La Voix de l'enseignant indique qu'à côté des élèves qui avancent de classe sur une même école, s'ajoutent ceux qui viennent des autres écoles pour redoubler et ceux des autres écoles maternelles. Et comme conséquence, les demandes d'inscription dépassent la capacité d'accueil de ces écoles. Les directeurs de leur côté plaident pour la construction de nouvelles classes et les parents de leur côté demandent au ministre de l'Éducation de leur donner du temps suffisant pour faire inscrire leurs enfants. Nous avons tenté de joindre le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, mais en vain. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Après cette petite transition, nous abordons la page économie. Le Burundi doit conjuguer tous les efforts dans l'objectif de multiplier les devises car elles sont très peu au pays. Propos du professeur Léonce Ndikumana, expert en économie, lors d'un atelier avec les cadres économistes de la Banque de la République du Burundi. Professeur Léonce Ndikumana indique que pour faire entrer beaucoup de devises, le Burundi doit augmenter les exportations et attirer le maximum d'investisseurs étrangers. Professeur Léonce Ndikumana. L'Union fait la force. On doit d'abord voir comment augmenter la production de ce qu'on peut vendre à l'étranger. Effectivement, ce sont les exportations qui procurent beaucoup de devises au pays. Dans l'économie du Burundi, nous devons intensifier les services commerciaux. Autre chose, nous devons nous procurer plus de devises à travers les investisseurs étrangers. Sur ce point, il faut que le Burundi décroche une bonne réputation au concert des nations pour attirer le maximum possible d'entreprises à venir investir au pays. Il faut également renforcer le tourisme car c'est un secteur qui procure aussi de devises. Le transfert de l'argent de la diaspora burundaise vers le pays est également une source importante de devises. Actuellement, le Burundi possède peu de devises qui ne suffisent pas dans la vie du pays. On doit chercher d'autres devises. Ainsi, il sera facile à la Banque centrale de servir ces devises à ceux qui en ont besoin sans toutefois qu'ils attendent très longtemps pour en avoir. C'était professeur Léonce Ndikumana, expert en économie. L'atelier a débuté ce lundi et durera 2 semaines. Parlons santé à présent. La mesure de se laver les mains avec du savon dans le but de lutter contre la COVID-19 n'est pas respectée dans différents marchés de la mairie de Bujumbura. À part que la plupart des entrées de ces marchés n'est pas équipée de dispositifs de lavage, même là où on en dispose, se lave qui veut. Le détail avec Emma Beneshim. Aux entrées de différents marchés de la mairie de Bujumbura, la mesure de lavage de mains avec du savon applique celui qui veut. Dans les endroits où on a pu installer ces dispositifs de lavage, la plupart des gens passent sans se soucier de cette exigence, témoignent ce citoyen. Dans les marchés, avec la circulation intense des gens, personne n'est intéressé par les seaux contenants de l'eau qui y sont installés. L'eau passe toute la journée là-bas sans que personne ne s'en serve. En plus, certains gens négligent cette mesure de lavage des mains en disant que cela n'avantage à rien et d'autres le font juste pour tromper le public. De l'autre côté, ces habitants révèlent que tout cela est dû au manque de sensibilisation pour inciter les gens à se laver les mains régulièrement. Ils demandent l'introduction de programmes de sensibilisation afin de mobiliser la population. Par exemple, au marché de Buyenzi, communément appelé le Bumeira, il y a des seaux contenant de l'eau, mais personne ne se lave les mains et aucune sensibilisation n'y existe. C'est pareil au marché de Kinama. On a disponibilisé de l'eau sur certaines entrées du marché, mais suite à un grand effectif de gens qui entrent à l'intérieur du marché, personne ne lave ses mains avant d'entrer. Cependant, la pandémie à Covid-19 se manifeste de plus en plus au Burundi depuis le mois de juillet 2021 avec des effectifs plus élevés de cas positifs chaque jour. À propos de cette exigence sur la pandémie, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Tade Ndikumana, le ministre de la Santé publique. Merci Emma Blenishim. Dans l'entretemps, la pandémie Covid-19 continue à faire des victimes, quoique le ministère concerné semble jouer le mieux.
Ce vendredi, par exemple, 2 personnes sont mortes de cette pandémie au site qui accueille les malades de Covid-19 à la clinique Prince Louis Guagasore. Il s'agit selon les sources sur place d'un vieil homme de 77 ans et d'une vieille femme de 72 ans. Les mêmes sources signalent à laboranté de cet hôpital testé positif au coronavirus. Il subit pour le moment des traitements à domicile. Après cette petite transition, c'est le mini magazine au cœur de la société. Dans le mini magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous donnons la parole aux agriculteurs au lendemain de l'augmentation de 30 fois burundais sur le prix d'un kilogramme de feuilles de thé. Émile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le gouvernement du Burundi a fixé à 280 francs le prix d'un kilogramme de feuilles de thé au cours de la campagne 2021-2022. Le prix du kilogramme était jusqu'ici à 250 francs. Dans le mini-magazine, au cœur de la société de ce 14 août 2021, nous recueillons les réactions des théiculteurs. Vous êtes avec Émile Niwasumba. Bienvenue. Améliorer la qualité de l'usinage du thé pour avoir un bon prix au niveau mondial. Le thé, c'est l'une des cultures d'exportation qui rapporte des devises pour le Burundi. Dans la conférence de presse de ce vendredi, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogi Derurema, a dit que malgré que les prix sur le marché international ne se sont pas améliorés, le gouvernement décide de revoir à la hausse le prix d'un kilogramme de feuilles de thé. Le gouvernement du Burundi, au cours de cette campagne 2021-2022, vient de prendre la mesure d'augmenter le prix aux producteurs. Ainsi, le prix par kilo de feuilles vertes est passé de 250 à 280 francs, soit une augmentation de 30 francs par kilo. Aussi, il est prévu d'autres avantages au cas où la situation s'améliorerait. Comment les théiculteurs ont-ils réagi? Nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance ont parlé aux théiculteurs de Mugamba dans la province Bururi, de Gisozi et Rusaka à Mwaro et de Mugongomanga à Bujumbura rural. Par rapport à cette hausse des prix d'un kilogramme de feuilles vertes et de thé, nous sommes reconnaissants de ces efforts de l'État même si la somme n'est pas suffisante. C'est mieux que rien quand même. Nous espérons que l'État va continuer dans ce sens à soutenir les agriculteurs. Nous avons apprécié ce geste. Personne ne devrait être ingrat. Le théiculteur est vraiment exploité. Il reçoit des miettes si on considère la cotation du thé du Burundi sur le marché international. Le prix d'un kilogramme de feuilles vertes de thé devrait être revu à la hausse jusqu'à 600 francs bout ou même 650 francs bout. Ceux qui profitent de cette culture existent, mais pas un théiculteur lambda. C'est une simple distraction. Un théiculteur ne gagne rien. Si on considère ses efforts le jour de la cueillette des feuilles vertes, les habits qu'il porte le jour de la cueillette qui doivent être à usage unique et l'humidité qu'il doit affronter, le prix d'un kilogramme devrait être fixé à au moins 500 francs bout. Ces théiculteurs parlent également des défis rencontrés. Aujourd'hui, le travail dans les champs sera rémunéré 3 000 francs par jour et personne ne peut cueillir jusqu'à 10 kg par jour. Pratiquement, celui qui fait la cueillette des feuilles vertes perçoit presque la totalité des dividendes. Autre chose, dans un même terrain, un territoire est loué d'être satisfait par rapport à un cultivateur de pommes de terre. Le gouvernement devrait faire des échanges avec le TB pour améliorer le prix du thé, pour que les théiculteurs puissent aisément produire une grande et meilleure qualité. Les 30 francs bout ne signifient rien comparativement aux efforts des théiculteurs. Le gouvernement devrait le faciliter dans la cueillette du thé en leur donnant des bottes appropriées pour éviter d'être mordus par les serpents. Il faut aussi de l'engrais chimique pour augmenter la production du thé dans ces champs. Plusieurs y sortent avec des maladies.
leurs habits déchirés, avec la probabilité de croiser des animaux dangereux. Sur le marché international de Mombasa, le thé burundais s'est vendu à 3,5 $ par kilogramme, c'est environ 7000 francs burundais. Or, un kilogramme de thé exporté est produit à partir de 5 kg de feuilles vertes qui rapportent aux théiculteurs 1400 francs burundais. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Emile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Niwasumba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, c'était Onésime de Chimagize. Je vous souhaite de passer un beau week-end.